Bonjour à tous, nouvel épisode de C'était mieux avant et aujourd'hui on va s'intéresser à la prison. Comme pour les premiers épisodes, on va pas revenir au tout début de l'histoire de l'humanité mais simplement sur les siècles récemment passés. Let's go! Pendant longtemps, en France, le fait d'enfermer quelqu'un, c'était pas vraiment une sanction pour un acte commis, mais plutôt une mesure de prévention ou de chantage. Par exemple, si t'avais des dettes, on t'enfermait jusqu'à ce que tu les aies payées. Mais la durée de l'enfermement n'était pas fixée en fonction du délit. En fait, il n'y avait pas de code pénal pour indiquer que tel crime c'est telle sanction, si le gars a fait ça, on doit lui faire ça. Voilà, il n'y avait pas de menu, on va dire. Selon justice.gouv, ce ne serait qu'au XVIe siècle, sous François Ier, que l'histoire de l'enfermement débute en France. Yes! On arrête des mendiants, des vagabonds ou des incorrigibles, on les enferme dans des petites maisons de correction dans le but de faire changer leur comportement et surtout de les faire bosser. Mais nous, on va directement avancer d'un siècle, en 1656, parce qu'à partir de là, il se passe pas mal de trucs. 1656, c'est la date où Louis XIV crée l'hôpital général, un endroit pour les vieux, les malades, les enfants, orphelins, je précise, les enfants orphelins. Et grâce à des quartiers de force, ça devient également un endroit pour, je cite, les femmes condamnées qui ne peuvent être envoyées aux galères et les pauvres délinquants. Mais encore une fois, la détention, ce n'est pas une peine, ce n'est pas une sanction. Une ordonnance royale de 1670 nous explique quelles étaient les vraies sanctions à l'époque, et la prison n'en fait pas partie. On a donc l'amende, le blâme, en gros tu te fais engueuler par un juge et t'as un avertissement, la torture, généralement des coups de fouet, le bannissement, être envoyé dans les galères, et j'ai plus assez de place sur une main pour le dernier, mais c'est la mort, évidemment. Mais donc à ce moment-là, la prison c'est vraiment juste l'antichambre dans laquelle tu attends ton réel jugement. Cette manière de voir la prison va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a quoi? La Révolution française, et oui, ça a changé quelques trucs. En attendant cet événement, les quartiers d'enfermement fonctionnaient plus ou moins tous de la même manière. À l'exception de quelques maisons de force et prisons d'État, comme la Bastille, où là pour le coup, t'étais enfermé sous ordre du roi, il n'y avait aucun jugement, et tu n'avais rien à attendre. T'étais juste enfermé et maltraité jusqu'à... on verra. Mais pour les cas les plus génériques, si t'avais commis un crime ou un délit, on t'enfermait le temps de récupérer suffisamment de preuves pour te juger. À l'époque, on avait d'ailleurs encore le droit de torturer un prévenu pour lui soutirer des informations. L'organisation pénitentiaire, elle était un peu bordélique. Il n'y avait pas de gros complexes de prison comme on a aujourd'hui où tu peux mettre plusieurs milliers d'individus. Ça n'existait pas. Et comme un jugement pénal pouvait être rendu par énormément de gens différents, finalement, que ce soit le roi, la municipalité, l'église, un seigneur, et que ces gens ne regroupaient pas leurs prisonniers au même endroit, les prisons c'était majoritairement des petits recoins éparpillés à droite à gauche dans la ville, avec finalement très peu de cellules au même endroit. Un pauvre dormait sur de la paille dans les quartiers du commun et bouffait généralement ce que la charité chrétienne avait à lui offrir. Alors qu'un riche accédait au quartier de la pistole, ce qui littéralement veut dire le quartier de l'oseille, où contre de l'argent, il avait une chambre pour lui et pouvait même se faire livrer de la bouffe ou des livres. C'est une sacrée inégalité et elle n'existe pas contre les prisonniers. Elle existe également entre les geôliers, les mecs qui détiennent les prisonniers. Parce que ces gars-là, ils sont pas payés par le roi, la mairie, l'église, ma mère, personne s'occupe d'eux. L'argent, ils le gagnent via le commerce qu'ils font avec leurs détenus, que ce soit par l'allocation de la chambre ou de la bouffe, des livres, toutes ces choses. Donc les geôliers de grandes prisons avec des détenus riches, ils se régalaient les mecs. Alors qu'un geôlier de 2 ou 3 mecs qui dorment sur de la paille, finalement, il était pas loin d'être dans la même situation. On avait également prévu quelque chose pour les mendiants, bien sûr. Ça s'appelait les dépôts de mendicité. Un lieu où on faisait bosser de force tous ces mendiants, là, allez hop, au charbon. Et évidemment, ils voyaient jamais la couleur de l'argent qu'ils gagnaient. Cet argent revenait aux geôliers, sous prétexte qu'ils s'en servaient pour entretenir les détenus. Et à cette époque, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, personne connaît. Personne a encore eu l'idée de ce truc-là. Donc les conditions de détention sont très peu réglementées. Donc ces conditions horribles, plus la torture et le côté arbitraire du jugement, autant te dire que ça va pas tarder à sauter. Allô? Ouais, salut, c'est la Révolution française. T'es dispo là? Bon, je vais vous la faire courte. Prise de la Bastille, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça y est, abolition de la torture, création du ministère de la Justice, création du code pénal, ça va très vite. Et même si l'esprit révolutionnaire va mettre un peu à mal l'état des prisons pendant quelques années, parce que ouais, c'est compliqué de s'organiser et prendre des décisions quand le dernier gars qui a fait ça,
Bah, il est mort décapité, en fait. Plus personne a envie d'ouvrir sa gueule. Donc le bordel ambiant va tout rendre un peu confus. Et c'est qu'au début du 19e siècle qu'on va commencer à y mettre un peu d'ordre. Ça y est, le fait d'emprisonner quelqu'un comme sanction commence à s'imposer, à se simplifier. Déjà, fini les jugements rendus par tout le monde en même temps. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les prisons et l'autorité judiciaire qui rend les jugements. On a également maintenant un code pénal. Trop bien. Donc un truc suffisamment précis pour s'y référer et uniformiser les peines pour le même acte commis. Non seulement ça simplifie la tâche du juge, mais aussi ça sécurise la personne qui est jugée, parce qu'elle sait qu'elle pourra pas être mise à mort juste parce qu'elle a volé un truc. Des juges, des philosophes, des sociologues commencent à réfléchir à l'amélioration des conditions de détention. Comment on pourrait faire pour que nos détenus se portent mieux. Faut dire aussi que la classe politique dominante à l'époque, c'était pour beaucoup des gens qui avaient quand même pas mal côtoyé de près la prison sous l'Ancien Régime. Donc ils savent un peu de quoi on parle. Et on assiste même en 1819 à la création de la Société Royale pour l'amélioration des prisons. C'est un truc inédit, il pousse le délire super loin. Il y a même des gens dont le métier va devenir parcourir le continent américain et européen pour rendre compte de l'état des prisons là-bas. Soit pour choper des idées, soit pour en dégager d'autres. Ils sont à fond dans le truc. C'est plutôt cool, mais ça va pas dur. Dès 1830, finalement, on abandonne. Oh non, 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 on arrête de faire des efforts avec les prisons parce que ça coûte beaucoup trop de thunes de rendre ça vivable et propre, alors que tout ça pourrait rapporter beaucoup d'argent. Et ça, c'est bien mieux. À partir de là, la prison s'impose comme un endroit où tu travailles très fort pour racheter ta dette à la société. Les maisons centrales, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, ne sont ni plus ni moins que des grosses entreprises, jouissant d'une grande productivité et où les employés sont des esclaves. Interdit de parler, de fumer, de boire et obligation de porter l'uniforme pénitentiaire. Et je vais faire une petite aparté sur la détention des enfants, qu'on sépare à présent des autres détenus. Il y a deux modèles, le plus répandu et admis étant la prison pour enfants, tout simplement, et le second baptisé colonie pénitentiaire, qui est un système basé sur la reconnexion avec la nature et l'agriculture. Là, comme ça, j'ai une petite préférence pour le deuxième, surtout qu'une des prisons pour enfants les plus connues de France, la Petite Roquette, est une abomination. C'est un délire. Je vous laisse lire cet article du Figaro sur le sujet. On parle d'enfermer des enfants de 5 ans seuls, sans aucun contact avec d'autres gamins, et de leur hurler dessus s'ils s'amusent pas avec le cerceau qu'on leur a offert. C'est terrifiant. Mais malgré toute cette uniformisation, il reste encore un petit peu de bordel dans l'organisation pénitentiaire. On a des prisons qui ne se ressemblent pas du tout, ni en capacité d'accueil, ni en conditions de détention. Alors à la fin du 19e siècle, en 1893, on vote une loi visant à construire des prisons dites cellulaires, basé sur le même modèle de construction. Les détenus ont une cellule, jugée vaste et confortable pour l'époque. Les lits de paille sont loin derrière. Et d'ailleurs, la prison de Fresnes à cette époque était même un modèle pour son hygiène et ses conditions de détention. Allez, on passe au XXe siècle. L'administration pénitentiaire passe des mains du ministère de l'Intérieur à celui de la justice. Et ce petit détail souligne le changement progressif des mentalités sur la prison et sur la délinquance. Et c'est pas le seul petit changement intéressant, puisque même l'appellation de gardien est supprimée pour laisser place à celle de surveillant. Du côté des mineurs, les appellations des établissements sont également modifiées. Les maisons de correction deviennent des maisons d'éducation surveillée pour les garçons et des écoles de préservation pour les filles. Il faut les préserver. Qui dit 20e siècle dit également Première et Seconde Guerre mondiale, ce qui amène le chaos dans l'administration pénitentiaire. On oublie la bonne tenue des prisons et des prisonniers, et il y aura même des rébellions qui donneront lieu à des morts du côté des détenus comme du côté des surveillants. Mais une fois le climat de guerre retombé, le traumatisme des horreurs de la guerre va participer à l'assainissement des prisons. Après ce qu'on a vu pendant ces sombres années, on a envie d'être un peu correct dans le pays. En 1945, les travaux forcés sont abolis. En 1955, l'ONU définit des règles minimales pour le traitement des détenus, qui viennent consolider la Déclaration des droits de l'homme. En 1958, c'est le début des peines de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve. On légalise également l'aménagement de peine, genre les permissions de sortie, la semi-liberté, tout ça. En 1980, c'est au tour de la peine de mort d'être abolie. Entre 1983 et 1985, c'est un vrai glow-up des conditions de détention grâce à Robert Badinter, alors garde des Sceaux, qui généralise les parloirs sans séparation, autorise la télé dans les cellules et propose même des parloirs sexuels dans certaines prisons. Bon, la dernière proposition est un échec. Et aujourd'hui, on fait face à un majeur problème de surpopulation des prisons. On n'a plus de place pour tout le monde. Cette situation peut amener des conditions de détention difficiles, comme par exemple le fait d'être trop nombreux dans une cellule prévue pour un effectif moindre, et de
plus, on peut imaginer que le manque de place en prison puisse inciter la justice à minimiser les peines de certains délits pour pas engorger l'administration pénitentiaire. Mais les mentalités et l'opinion publique, d'une manière générale, ont quand même vachement évolué dans le sens des années précédentes. Et tout est une histoire d'adaptation aux mœurs, à la mentalité actuelle, qui est donc aujourd'hui tournée vers le respect de l'individu, quoi qu'il en coûte. Au revoir!